Et si je vous disais que le meilleur travail au jardin se fait quand tout le monde a déjà rangé ses outils jusqu'au printemps, par exemple en plein mois de décembre, ça paraît complètement fou, non? Aujourd'hui, on parle du semis tardif des engrais verts, aussi appelé semis sous couvert hivernal. Nous allons déterminer si c'est vraiment cette technique secrète qui va transformer votre parcelle en un paradis de fertilité ou si c'est juste un mythe populaire qui pourrait compromettre vos futures récoltes. Beaucoup pensent que les graines vont simplement geler et mourir. D'autres, au contraire, jurent qu'ils retrouvent au printemps une terre incroyablement meuble et nourricière. Où se cache la vérité? Restez avec nous jusqu'à la fin pour percer tous les mystères. Et d'ailleurs, avez-vous déjà tenté de semer quelque chose juste avant l'hiver? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Pour commencer, faisons un petit point pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce qu'est un engrais vert. En termes simples, ce sont des plantes que l'on cultive non pas pour la récolte, mais uniquement pour le bénéfice de la terre elle-même. On les appelle aussi cultures de service ou fertilisants verts. Elles aèrent le sol grâce à leurs racines, l'enrichissent en matière organique et en azote, et aident à étouffer la pousse des mauvaises herbes. Normalement, on les sème à la fin de l'été ou au début de l'automne pour qu'elles aient le temps de bien se développer avant l'arrivée des premières gelées. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une approche radicalement différente, presque extrême, le semis en plein mois de décembre. L'idée est de jeter les graines dans une terre déjà froide, voire légèrement gelée. Elles ne doivent absolument pas germer à l'automne. Elles vont passer l'hiver sous terre, subir une stratification naturelle et se mettre en croissance dès les premiers rayons du soleil printanier, prenant ainsi de vitesse toutes les mauvaises herbes. C'est à la fois l'atout majeur et le risque principal de cette méthode. Alors, quel est le cœur, la véritable essence du semis d'hiver? Le principe fondamental de cette méthode est de planter les graines dans des conditions où elles ne germeront absolument pas avant le printemps. Ça, c'est le point crucial. Si vous les semez par un temps trop doux en décembre et qu'une gelée soudaine arrive ensuite, les jeunes pousses fragiles vont mourir et tout votre travail sera perdu. L'époque idéale, c'est donc quand le gel est installé de manière stable, même si ce n'est qu'un léger froid. Le sol doit être soit déjà gelé, soit sur le point de l'être. Les graines, en tombant dans cet environnement, entrent en quelque sorte en dormance. Elles restent dans la couche supérieure du sol, protégées des oiseaux par la neige, attendant patiemment leur heure. Ce processus ressemble énormément à ce qui se passe dans la nature. Après tout, personne ne sème les graines des herbes sauvages selon un calendrier précis. Elles tombent au sol à l'automne et germent au printemps lorsque les conditions redeviennent favorables. Nous ne faisons, en réalité, que copier ce mécanisme naturel, mais nous l'utilisons pour améliorer notre potager. C'est un jeu d'anticipation, un pari sur un démarrage très précoce au printemps. Attaquons-nous au mythe le plus répandu concernant les semis d'hiver, ceux de décembre par exemple. Les graines vont geler et mourir. À première vue, ça semble logique, n'est-ce pas? L'hiver, le gel, comment une chose vivante pourrait-elle survivre à ça? Mais c'est là que réside un mécanisme naturel incroyable qu'on appelle la stratification. Pour beaucoup de plantes, surtout celles adaptées à nos climats tempérés, l'exposition au froid n'est pas une menace, mais une condition essentielle à la germination. Le froid détruit les inhibiteurs de croissance présents dans la graine, ceux-là même qui l'empêchent de germer prématurément. En clair, la graine comprend que l'hiver est passé et qu'il est temps de se réveiller. Si vous achetez les semences de certaines cultures, vous trouverez même parfois la recommandation sur le paquet de les placer au réfrigérateur pendant quelques semaines avant le semis. Avec les semis d'automne ou d'hiver, nous confions simplement ce travail à la nature elle-même. Bien sûr, cela ne fonctionne qu'avec les variétés rustiques et résistantes au froid. N'essayez pas de semer des concombres de cette manière. Mais pour les bons engrais verts, l'hiver n'est pas un ennemi, c'est un allié précieux qui les prépare à un démarrage printanier ultra puissant. Mais alors, pourquoi se compliquer la vie? Quel est le véritable objectif de cette manœuvre de semis tardif des engrais verts? La réponse est simple, nous cherchons à obtenir les levées les plus précoces possibles au printemps. Imaginez la scène classique du printemps. La neige vient à peine de fondre, le sol est encore froid et gorgé d'eau. Impossible d'accéder au potager.
Une semaine passe, puis une deuxième. Les premiers à pointer le bout de leur nez sont, bien sûr, les mauvaises herbes, car elles sont les plus résistantes et les plus rapides. Mais pendant ce temps, nos engrais verts, semés juste avant l'hiver, ont déjà germé. Ils profitent de la toute première humidité de la fonte des neiges et des toutes premières journées douces. Ainsi, au moment où vous pourrez enfin mettre les pions dans vos plates-bandes pour commencer vos travaux de printemps, vous aurez déjà un magnifique tapis vert de plantes utiles. Ce couvert végétal ne laissera aucune chance aux adventices. Il va activement ameublir la terre et accumuler de la biomasse. Vous gagnez ainsi 2 à 4 semaines de temps printanier précieux. C'est un avantage énorme qui vous permet de préparer le sol pour vos cultures principales beaucoup plus tôt et dans de meilleures conditions. Pour réussir vos semis d'hivernage, tout réside dans le choix des bonnes variétés. Tous les engrais verts ne sont pas capables de survivre à nos hivers rigoureux sous forme de graines, puis de germer avec succès au printemps. Il nous faut de vrais champions, les spartiates du monde végétal. Les leaders incontestables sont les cultures d'hiver, celles qui sont génétiquement programmées pour résister aux gelées. Nous parlons ici, en premier lieu, du seigle et du blé d'hiver. Ils sont parfaitement adaptés à cet usage. Le colza d'hiver se comporte également très bien. La moutarde blanche représente une autre option très intéressante. Bien qu'elle ne soit pas considérée comme une culture d'hiver stricte, ces graines possèdent une excellente résistance au froid et peuvent passer l'hiver dans le sol pour lever dès les premières chaleurs du printemps. Certains jardiniers tentent aussi l'expérience avec l'avoine. Cependant, il faut savoir que sa résistance est inférieure à celle du seigle et qu'une partie des semis risque de ne pas lever. En revanche, les engrais verts populaires d'été, comme la facélie, le sarrasin ou certaines légumineuses, comme la vesse, ne conviennent absolument pas à un semis tardif en décembre. Leurs graines mourraient simplement sous l'effet du gel. Attardons-nous maintenant sur le roi des semis d'automne, la culture de seigle d'hiver. Si vous hésitez sur le choix, surtout si c'est votre première fois, optez pour le seigle, c'est une valeur sûre. C'est de loin l'option la plus fiable et la plus efficace. Premièrement, le seigle possède une résistance au gel absolument phénoménale. Ses graines ne craignent absolument pas les rigueurs de l'hiver. Deuxièmement, il développe un système racinaire extrêmement puissant qui peut descendre jusqu'à 1,5 m, voire 2 mètres de profondeur. Imaginez comment il ameublit et structure même les sols les plus lourds et argileux. Au printemps, lorsque vous travaillerez la terre, ses racines vont se décomposer, laissant dans le sol des canaux naturels par lesquels l'eau et l'air parviendront facilement aux racines de vos légumes. Troisièmement, le seigle libère dans le sol des substances qui inhibent la croissance de la majorité des mauvaises herbes, y compris les plus tenaces comme le chien-dent. Il nettoie littéralement votre parcelle. Et enfin, il produit très rapidement une biomasse verte considérable au printemps que vous pourrez ensuite incorporer au sol comme un excellent engrais vert biologique. Le seigle est un véritable assainisseur et améliorateur de sol pour votre potager. Si le seigle est le roi, le blé d'hiver est, disons, le prince noble. Lui aussi est excellent pour le semis d'automne et ressemble beaucoup au seigle, mais il présente quelques nuances. Le blé est un peu plus exigeant en matière de fertilité du sol que le seigle qui est absolument rustique. En revanche, il produit une masse verte moins grossière et moins fibreuse, que les micro-organismes du sol décomposent plus facilement et rapidement après l'incorporation. Son système racinaire structure également très bien le sol, même s'il ne pénètre peut-être pas aussi profondément que celui du seigle. Le blé d'hiver est un excellent choix pour les parcelles ayant un sol relativement bon et déjà bien cultivé. Il supprime également efficacement les mauvaises herbes et enrichit la terre en matière organique. Si, pour une raison quelconque, vous n'arrivez pas à trouver de semences de seigle d'hiver, le blé d'hiver est une excellente alternative. L'essentiel, assurez-vous d'acheter une variété d'hiver et non une variété de printemps, car le blé de printemps ne passera pas l'hiver. C'est un point crucial auquel il faut faire attention lors de l'achat des semences. Passons maintenant à un candidat un peu plus controversé, mais ô combien fascinant, la moutarde blanche. Beaucoup pensent que la semer avant l'hiver est une perte de temps.
et ils n'ont pas tort si l'on parle des semis effectués en septembre ou octobre. Les jeunes pousses de moutarde ne résistent pas aux fortes gelées et sont détruites. Mais lorsque nous semons en décembre sur un sol gelé, nous cherchons à atteindre un objectif totalement différent. Notre but est que ce soit les graines elles-mêmes qui passent l'hiver. Car, aussi étrange que cela puisse paraître, les semences de moutarde possèdent une excellente résistance au froid. Au printemps, elles germent parmi les premières, souvent même avant le seigle. Quel est alors son principal atout? La moutarde est une plante de la famille des crucifères et les exsudats de ses racines ont une puissante action phytosanitaire. Elles sont capables de supprimer le développement de nombreux champignons pathogènes du sol, comme le mildiou, la gale ou diverses formes de pourriture. En semant de la moutarde, vous n'améliorez donc pas seulement la structure du sol, mais vous l'assainissez en profondeur. C'est particulièrement pertinent pour les parcelles où vous avez l'intention de cultiver des pommes de terre ou des tomates. C'est donc un choix risqué, mais potentiellement très rentable. Pour éviter les mauvaises surprises, il est crucial de savoir non seulement quels engrais verts semer, mais aussi ceux qu'il faut absolument éviter. Établissons ensemble la liste noire des cultures de couverture inappropriées pour un semis en décembre. En première position, toutes les légumineuses. Il s'agit notamment de la vesse, du pois, du lupin et du trèfle. Leurs graines ne sont pas adaptées à l'hivernage dans le sol. Elles vont soit pourrir, soit geler. Leur saison de prédilection, c'est la saison chaude, lorsqu'elles travaillent activement en symbiose avec les bactéries fixatrices d'azote. Ce mécanisme est totalement inactif en hiver. En second lieu, on trouve le sarrasin. C'est une plante extrêmement frileuse qui ne supporte pas la moindre gelée. Ses graines, elles aussi, périront. Le troisième nom de cette liste est la facélie. Bien qu'elle soit une excellente plante de couverture estivale, ses graines ne sont pas suffisamment rustiques pour un semis sous abri hivernal. Tenter de semer ces cultures en décembre est un échec garanti, un gaspillage d'argent et de semences. Retenez cette règle simple. Seules les plantes génétiquement préparées au froid sont adaptées à l'hiver. Il s'agit des céréales ou graminées et de certains crucifères. N'essayez jamais d'expérimenter avec des plantes qui aiment la chaleur. Nous l'avons déjà mentionné, le timing est un facteur crucial. Mais quand exactement, au mois de décembre, arrive ce moment idéal? Il n'y a pas de date précise, du genre « semer impérativement le 10 décembre ». Vous devez observer la météo et surtout l'état du sol. Le scénario parfait, c'est quand les premières gelées sérieuses sont passées et que la couche supérieure du sol s'est figée, formant une croûte de glace. La nuit, il gèle de façon stable, et même s'il fait autour de 0 ou un léger plus dans la journée, la terre ne dégèle plus. C'est là votre signal pour passer à l'action. Pourquoi est-ce si important? Semer sur un sol gelé garantit que les graines ne germeront pas, même en cas de redout temporaire. Elles resteront simplement là, à attendre le printemps. Si vous les semez dans une terre encore tiède et non gelée, avec une semaine de température positive annoncée, vous courez le risque qu'elles gonflent et essaient de germer, et le gel qui suivra les détruira. Donc, ne vous pressez pas. Attendez que l'hiver prenne définitivement ses quartiers. Cela peut arriver au début, au milieu ou même à la fin du mois de décembre selon votre région. Ce qu'il y a de plus appréciable dans les semis d'automne tardifs, c'est l'exigence minimale de préparation du sol. Oubliez le bêchage en profondeur, le sarclage intensif ou le nivellement fastidieux des planches. À l'automne, après la récolte, il suffisait d'enlever les résidus végétaux et tout au plus d'aérer légèrement la surface avec une binette ou un râteau. C'est tout. Aucune nécessité d'effort titanesque. En décembre, votre tâche est encore plus simple. Le sol est probablement déjà dur ou gelé et il n'est plus ni nécessaire ni possible de le travailler en profondeur. Nous optons pour le principe du semis en surface. C'est une excellente nouvelle pour les adeptes de la permaculture et de la méthode du sans-labour. No-till. Vous préservez la structure du sol et vous ne perturbez pas ses précieux habitants. Il vous suffit de disperser les graines uniformément sur la surface. La nature se chargera du reste. Au printemps, la fonte des neiges et les pluies se chargeront d'entraîner naturellement les graines à la profondeur idéale.
Cette méthode permet un gain de temps et d'énergie considérable, ce qui est un argument de poids supplémentaire en sa faveur. Le jardinage en décembre, c'est simple et rapide. Alors, le sol est gelé et les semences sont sélectionnées. Mais concrètement, comment se déroule cette étape de semis? Le procédé est d'une simplicité géniale. Vous n'avez besoin que d'un seau de graines et de vos mains. La technique employée est celle du semis à la volée. Il vous suffit de prendre une poignée de semences et de les répartir uniformément sur la surface de votre parcelle, en veillant à ce que les graines ne soient ni trop serrées, ni distribuées avec des zones totalement dégarnies. La densité de semis, pour cette technique hivernale, est habituellement augmentée de 20 à 30% par rapport à un semis d'automne classique. Pourquoi cette surdose? C'est notre assurance. Nous intégrons délibérément le fait qu'une partie des graines sera picorée par les oiseaux ou n'aura pas la force de germer au printemps. Mieux vaut une levée un peu trop dense qu'une parcelle remplie de trous béants. Concernant les quantités, pour le seigle ou le blé d'hiver, comptez environ 2 à 2,5 kg par art, c'est-à-dire par 100 mètres carrés. Pour la moutarde, prévoyez entre 4 et 500 grammes par art. Petite astuce, essayez de procéder par temps calme et sans vent. De cette façon, vous vous assurez que les graines tombent exactement là où vous les lancez, au lieu de s'envoler chez le voisin. L'ensemble du processus, même pour une parcelle standard de 6 arts, ne vous prendra pas plus d'une demi-heure. Une fois que les graines sont dispersées sur le sol gelé, une question légitime se pose. Faut-il vraiment les recouvrir d'un peu de terre? Là, les avis des jardiniers divergent. Certains recommandent de pailler légèrement les semis avec une fine couche de tourbe de compost ou simplement de terre sèche préparée à l'avance. Cela peut protéger davantage les graines des oiseaux et du vent. Mais, à vrai dire, cette étape n'est pas obligatoire. La meilleure protection pour vos semences, c'est la neige. Si la neige tombe après le semis, elle couvrira parfaitement les graines, les protégeant du gel et des oiseaux. Au printemps, en fondant, elle fournira l'humidité nécessaire et aidera les graines à bien s'intégrer au sol. Si votre région est peu enneigée en hiver, un léger paillage peut être justifié. Mais si vous vivez dans une région où les hivers sont rudes et enneigés, vous pouvez laisser les choses en l'état sans crainte. La nature s'occupera du reste. N'essayez surtout pas d'enfouir les graines à l'aide d'un râteau sur le sol gelé. Vous risqueriez simplement de les amasser en tas, ce qui nuirait à l'uniformité de votre semis. Maintenant, examinons en détail les bénéfices que nous tirons de cette pratique, en apparence si simple. Le premier et probablement le plus fondamental, c'est l'amélioration de la structure du sol. Imaginez un sol argileux, lourd, complètement compacté après une saison. Au printemps, il est difficile à travailler et retient mal l'eau et l'air. Les racines des engrais verts, des sidérates, surtout les racines puissantes du seigle, agissent comme une véritable charrue biologique. Elles pénètrent profondément, écartant les particules de terre, créant des pores et des canaux. Lorsque vous couperez la biomasse au printemps et que les racines resteront dans le sol pour se décomposer, cette structure poreuse sera conservée. Le sol devient alors meuble, grumeleux, réellement vivant. Il se met à respirer. Sa capacité de rétention d'eau et son aération sont grandement améliorées. Même si votre sol est sablonneux et qu'il ne retient pas l'humidité, les engrais verts sont bénéfiques. Leur matière organique en décomposition colle les particules de sable, rendant le sol plus structuré et capable de retenir l'eau. C'est un travail fondamental pour la santé de votre potager dont l'importance est difficile à surestimer. Le deuxième avantage majeur, c'est la lutte efficace contre les adventices. Les adventices sont le cauchemar de tout jardinier. Elles sont les premières à pointer le bout de leur nez au printemps, volant la lumière, l'eau et les nutriments essentiels à nos cultures. Le désherbage incessant nous coûte une énergie folle et beaucoup de temps. Les engrais verts, semés à l'automne, nous offrent un avantage stratégique indéniable dans cette bataille. Ils germent extrêmement tôt, bien avant que la plupart des mauvaises herbes n'aient eu le temps de s'éveiller. En développant rapidement leur biomasse, ils forment un tapis végétal si dense qu'ils privent simplement les adventices de la lumière nécessaire à leur croissance. Ils les étouffent dans l'œuf. De plus, certains engrais verts, comme le seigle par exemple, libèrent dans le sol des substances allélopathiques
qui, nous l'avons dit, inhibent activement la germination des graines indésirables. Au final, lorsque vous vous apprêtez à planter votre culture principale, votre parcelle est déjà quasiment exempte d'adventices. Vous économisez ainsi un temps et une énergie considérables sur le désherbage justement pendant cette période cruciale du printemps. Passons au troisième point crucial, la capacité à préserver et à accumuler les éléments nutritifs dans le sol. Pendant l'automne et l'hiver, un sol laissé nu, c'est-à-dire sans couverture végétale, subit un lessivage et une érosion actifs, ce qui entraîne une perte importante d'éléments nutritifs. Les pluies et les eaux de fonte entraînent l'azote, le potassium et d'autres micronutriments précieux vers les couches profondes du sol. Une fois là, ils deviennent malheureusement inaccessibles pour les racines de la majorité de nos cultures potagères. C'est là que les engrais verts, ou si vous préférez, les plantes de couverture, interviennent. Leurs racines piègent ces nutriments dits fugitifs et les stockent à la fois dans leur masse foliaire et dans leur système racinaire. Ils agissent littéralement comme une éponge, absorbant tout ce qu'il y a de plus précieux. Au printemps, lorsque vous incorporez cette masse végétale au sol, tous les éléments stockés sont restitués à la couche arable supérieure, sous une forme organique facilement assimilable par vos futures plantations. De cette façon, non seulement vous évitez de perdre la fertilité de votre terre durant l'hiver, mais vous la multipliez activement. C'est en quelque sorte une véritable banque verte. Vous faites un investissement à l'automne pour récolter de généreux dividendes au printemps et en été, sous la forme de cultures robustes et de récoltes abondantes. Bien sûr, il serait incomplet de ne mentionner que les avantages. Le semis d'automne ou semis hivernal comporte aussi son lot de risques. L'un des principaux est sans aucun doute l'instabilité de l'hiver, marquée par des dégels fréquents. Imaginez la situation. En décembre, vous avez respecté toutes les étapes, vous avez semé sur une terre bien gelée. Et là, en janvier, un redout anormal s'installe pendant 2 semaines avec des températures positives et de la pluie. Les graines, surtout les plus réactives comme la moutarde, pourraient interpréter ce changement comme le début du printemps et se mettre à germer. Ensuite, en février, un gel brutal frappe à -20 degrés. Bien sûr, les jeunes plantules fragiles, à peine sorties de terre, vont mourir. Dans ce cas, tout votre travail sera réduit à néant. Malheureusement, il est impossible de prédire la météo avec fiabilité 3 mois à l'avance. Ce risque est particulièrement élevé dans les régions du sud, où les hivers sont souvent très fluctuants. Dans les régions du centre ou du nord, où l'hiver est généralement stable et froid, ce danger est bien moindre. C'est pourquoi, avant de décider d'un semis hivernal, vous devez toujours tenir compte des spécificités climatiques de votre région. Un autre souci potentiel vient de nos amis à plumes. Les oiseaux, particulièrement en période de disette hivernale, considèrent les graines éparpillées comme une véritable aubaine. Si la neige tarde à couvrir votre semis, une volée de moineaux ou de mésanges peut rapidement décimer une partie non négligeable de vos futures pousses. Bien sûr, ils ne dévoreront pas tout, mais les dégâts infligés peuvent être considérables. Comment faire face à ce problème? Premièrement, nous l'avons dit, le meilleur camouflage reste la neige. Essayez de synchroniser vos semis avec les prévisions d'une bonne chute de neige. Deuxièmement, un léger paillage, réalisé avec une fine couche de tourbe ou de compost, peut aider en masquant les graines. Certains jardiniers ont recours à une vieille astuce de grand-mère. Ils suspendent au-dessus de la parcelle de vieux CD brillants ou des rubans de papier aluminium fixés sur des piquets. Le vent les agite, créant des reflets qui, en théorie, devraient effrayer les oiseaux. Ce n'est pas une méthode infaillible, bien sûr, mais elle peut aider à préserver la majorité de votre matériel de semis avant qu'il ne soit recouvert par le précieux manteau de neige. Le printemps est là, vos engrais verts ont bien passé l'hiver et vous offrent un magnifique tapis vert émeraude. Quelle est la prochaine étape? C'est le moment le plus crucial. L'erreur à éviter absolument, laissez les engrais verts monter en graines, c'est-à-dire fleurir. Si vous ratez ce timing, leurs tiges vont devenir ligneuses et ils vont épuiser le sol en absorbant trop d'eau et de nutriments.
Le moment idéal pour les incorporer au sol, c'est lorsque cette masse végétale atteint 15 à 25 cm de hauteur. C'est à cet instant qu'elle est la plus tendre, la plus juteuse et la plus concentrée en éléments nutritifs. Il existe deux principales méthodes d'incorporation. La première, c'est le labour. Il suffit de retourner la terre avec une bêche, enfouissant ainsi tout le tapis vert. La seconde, plus douce pour le sol, consiste à couper les engrais verts. Vous utilisez une binette ou un sarcloir pour les sectionner à 5 ou 7 cm de profondeur, puis vous laissez la verdure sur place pour qu'elle serve de paillage. Après cette opération, il est indispensable de laisser le sol se reposer et de lui donner le temps de digérer la matière organique. Cela prend généralement 2 à 4 semaines. Ce n'est qu'à ce terme que vous pourrez semer ou planter vos cultures principales. Une fois que les engrais verts ont joué leur rôle et ont été incorporés au sol, la terre devient un véritable festin pour les cultures qui suivent. Elle est meuble, aérée, humide et richement dotée en matière organique et en azote. Quelles sont donc les cultures qu'il faut inviter à ce festin? Celles qui se sentent le mieux sur ce type de parcelles sont les cultures les plus gourmandes, c'est-à-dire celles qui ont besoin d'énormément de nutriments pour leur croissance. Il s'agit en premier lieu de toutes les solanacées, les tomates, les poivrons, les aubergines et les pommes de terre. Elles vous seront particulièrement reconnaissantes pour une telle préparation. De même, tous les choux, les courgettes, les courges et les concombres réagissent très bien à l'apport des engrais verts. Ils pourront ainsi réaliser leur plein potentiel et vous offrir une récolte abondante. Nani. En revanche, pour les légumes racines, comme les carottes ou les betteraves, une quantité trop importante de matière organique fraîche peut être contre-productive. Cela risque de les faire fourcher. Il est donc préférable de préparer leurs parcelles d'une autre manière. Planifiez toujours votre rotation des cultures en tenant compte des engrais verts que vous utilisez et des plantes que vous souhaitez cultiver. Pour vous aider à visualiser le résultat final, dressons le portrait d'un scénario idéal. Imaginez, fin novembre, la dernière récolte est rentrée. La terre semble épuisée et dénudée. Vous décidez alors de tenter une expérience. Mi-décembre, au moment des premières petites gelées, vous vous rendez au potager et, en une demi-heure, vous semez à la volée des graines de seigle d'hiver sur vos planches de culture. Puis, la neige tombe et vous oubliez votre jardin jusqu'au printemps. En avril, lorsque les parcelles de vos voisins ne sont encore que terre nue et noire, d'où sortent les premières mauvaises herbes, vos propres planches sont déjà recouvertes d'un tapis vert dense d'une dizaine de centimètres de haut. Début mai, lorsque le seigle atteint 20 centimètres, vous le fauchez facilement au ras du sol. 2 semaines plus tard, la terre de votre planche ressemble à du duvet noir. Elle est meuble, humide et pleine de vie. Nanin. Vous plantez vos plants de tomates. Ils s'enracinent en quelques jours seulement, démarrant leur croissance avec une vigueur incroyable. Tout l'été, vos plantes restent saines, fortes et ne nécessitent pratiquement aucun désherbage. Et à l'automne, vous récoltez un butin qui fait l'envie de tout le voisinage. C'est exactement ce résultat spectaculaire qui justifie d'essayer ce semis sous les gelées. Alors, faisons le bilan. Le semis sous hiver d'engrais verts en décembre, ce n'est ni un mythe ni une solution miracle. C'est avant tout une technique agronomique avancée qui, comme toute autre méthode, a ses propres règles, ses risques, mais aussi des avantages considérables. Non seulement ça fonctionne, mais cette technique peut devenir votre arme secrète pour améliorer la fertilité de votre sol et garantir des rendements élevés. En choisissant les bonnes cultures, comme le seigle ou le blé d'hiver, et en respectant le bon timing de semis sur une terre gelée, vous gagnez une longueur d'avance colossale sur le printemps. Pensez-y. Pendant que vos voisins préparent tout juste leurs parcelles au retour des beaux jours, vous avez déjà un tapis vert vivant qui travaille activement pour votre future récolte. Vous dépassez littéralement la nature de plusieurs semaines, économisant ainsi du temps, de l'énergie, tout en obtenant une terre saine et pleine de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains conseils. Et maintenant, la question principale. Oserez-vous vous lancer dans le semis sous hiver ce mois de décembre? Ou peut-être avez-vous déjà de l'expérience?
Partagez vos réflexions et vos histoires dans les commentaires ci-dessous.